Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. C'est une histoire de famille dont on va parler dans ce premier épisode, une histoire de passion pour le large, une histoire de transmission intergénérationnelle d'un père à son fils, de Franck-Yves Escoffier à Kevin Escoffier, que j'ai le plaisir d'avoir comme premiers invités de ce podcast. Bonjour Franck-Yves. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce premier rendez-vous parce que quand on pense Transat Jacques Vabre, on pense Franck-Yves Escoffier, tu fais partie du cercle très fermé de ceux qui ont gagné 3 fois la course, victorieux en 2009, en 2007 et avant ça une première fois en 2005 avec un certain Kevin Escoffier, le fils qui partage également ce café avec nous. Salut Kevin. Bonjour. Kevin Escoffier, vainqueur en 2005 donc sous les couleurs de Crêpe Waouh, un bateau que tu avais dessiné pour ton père parce que tu navigues évidemment mais tu es aussi ingénieur naval de formation. Tu as longtemps travaillé pour le bureau d'études de Banque Populaire, un team que tu retrouves cette année à l'occasion justement de cette Transat Jacques Vabre en catégorie ultime en binôme avec Armel Lecléache. On va avoir l'occasion d'évoquer tout ça en détail mais on va aussi et surtout parler de votre histoire familiale, comment Franck-Yves, né à Paris, est finalement devenu marin-pêcheur à Saint-Malo puis navigateur, et comment il a réussi l'exploit de transmettre à ses 3 fils ses 3 passions, la pêche pour l'un, le rugby pour un autre et évidemment la voile de compétition pour Kevin, et comment Kevin poursuit et partage aujourd'hui cette vocation pour le large. Ça promet un bel échange. On s'installe, je vous sers un café. Pour la route. Pour la route. Franck-Yves, Kevin, on est ici en Bretagne Sud, on enregistre à l'Armor-Plage juste à côté de Lorient, mais puisqu'on va commencer par rembobiner l'histoire familiale, on va plutôt commencer par parler de la Bretagne Nord et même avant ça de Paris, puisque Franck-Yves, t'es né en région parisienne, d'un père breton et d'une mère normande quand même. Franck-Yves, comment on passe de ce contexte parisien, je crois qu'il y avait une entreprise familiale là-bas, à une vie de pêcheur à Saint-Malo? Eh bien, tout simplement parce que le contexte parisien ne me convenait pas. J'ai essayé de travailler dans l'entreprise familiale pendant 5 mois, et puis avec mon épouse actuelle, la maman donc de Kevin, je sais même pas pourquoi je dis actuelle, mon épouse depuis 42 ans. Et puis, c'est ce que j'allais dire, c'est la seule. C'est la seule, ça a été la seule. Eh bien, on a décidé à un moment, après un essai de 5-6 mois, donc infructueux, on est parti sur Saint-Malo. Ne sachant pas quoi faire, je pensais de déjà faire un peu de voile, d'en faire mon métier. À l'époque, les sociétés de location de bateaux arrivaient, c'était nouveau, donc je pensais être skipper. Et puis en réalité, j'ai réussi à trouver un emploi à la pêche, à la petite pêche, à la journée, comme matelot. La raison, c'est aussi parce qu'il y a cette passion, cette attirance presque irrésistible aussi pour la mer. Oui, j'avais eu la chance de naviguer très souvent avec mes parents sur le bateau familial, qui étaient des vieux bateaux en bois, mais on faisait le tour de Bretagne quand même avec des unités qui étaient des très vieux bateaux qui avançaient pas très très vite. Et donc j'ai aimé la mer tout de suite. J'ai eu la chance aussi de faire le Triangle Atlantique, qui était une grande course pour l'époque, mais qui pour nous avec ce projet-là était plus une aventure humaine qu'autre chose. J'avais 18 ans, donc vraiment pas dans l'idée de gagner cette course-là avec un vieux bateau. Et puis très rapidement, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour être sur l'eau, et la pêche m'a permis de le faire. Et je crois d'ailleurs plus tard qu'il y aura un peu cette même attirance très forte pour Kevin. Ça sera un peu la même chose. D'ailleurs, quand tu feras tes études également à Paris, il y avait chez toi, Kevin, cette envie, même peut-être ce besoin de venir faire ta vie au bord de l'eau. C'est juste une éducation. Quand tu passes ta vie au bord de l'eau, etc., à un moment donné, ça devient juste naturel. Et tu cherches à y retourner en fin de compte. C'est-à-dire que quand tu l'as pas, ça te manque. Donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, quand t'as l'éducation, quand tu passes ta jeunesse sur les bateaux, que ce soit des bateaux de pêche ou des bateaux à voile, quand tu te mets à te poser la question de ce que tu vas faire de ta vie, ça devient une évidence que ça doit être tourné vers la mer. Franck-Yves, comment on fait de la mer son travail? Comment on devient pêcheur finalement? C'était pas facile, hein. En tant que Parisien, arriver sur Saint-Malo et pouvoir faire la pêche, les gens ont un petit peu rigolé lorsque il y avait une étiquette. Oui, avec les petites lunettes, l'intellectuel de la pêche. En réalité, j'étais pas du tout l'intellectuel, à tel point que j'avais arrêté mes études très très tôt. Mais c'est comme ça, puis on l'accepte. Ce qu'il faut, c'est très rapidement démontrer aux gens qui croient pas en toi que tu es capable de le faire, et même de leur montrer ce que c'était qu'un marin, parce que j'étais quand même marin avant toute chose. En 1980, Kevin,
apparaît dans votre vie. Franck, tu as 23 ans, je crois, à ce moment-là. Très vite, tu emmènes le fils au bord de l'eau, sur l'eau. Donc ça veut dire que Kevin, en fait, t'as des souvenirs de mer depuis ton plus jeune âge. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est dur de dire quand est-ce qu'a été ma première fois en bateau. Mais oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre les croisières, puis plus tard les régates, quand Franck-Yves, quand mon père a repris le Figaro et la régate, ça a été une forme à la fois de plaisir, mais aussi une forme d'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui te forme. Les journées à la pêche, je peux t'assurer que quand t'es gamin, tu t'en rappelles. Il faut se lever tôt. C'est quelque chose qui forge une éducation et comme je te le disais avant, qui également font partie d'un ensemble qui fait qu'un jour, tu finis par te dire, je ne peux pas faire sans la mer. On a l'impression que t'étais en quelque sorte un peu programmé pour tout ça, et pourtant Francky... alors non, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord, au sens où j'ai justement l'impression qu'on a eu une éducation avec mes frères qui faisait qu'on aurait pu faire autre chose. La preuve, j'ai un frère qui fait du rugby, moi je suis parti faire des études, Loïc, lui, n'a pas fait d'études et est parti à la pêche, donc c'était assez ouvert. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas de programmation au sens où on veut que vous fassiez ça. Et c'est justement ce que dit Francky, il a pas du tout forcé, il a pas du tout cherché à ça, mais en revanche, c'est plus de l'ordre de l'évidence. Oui, exactement. C'est de l'ordre de l'éducation, mais pas de la programmation. Et donc, je le disais tout à l'heure en introduction, sans programmation, quand même, le hasard a fait que Francky va réussir à transmettre ces 3 grandes passions dont on parlait, le rugby pour un des fils, la pêche pour un autre qui a récupéré l'armement familial, et Kevin, évidemment, comme navigateur, mais tout ça sans aucune programmation. Sans aucune programmation. On s'est pas forcé que ce soit avec mon épouse. Je partais à la mer, je leur proposais. Kevin disait souvent oui. Loïc également. Il y a que Yannick qui a essayé une fois ou deux. Il devait être malade. Il devait juste dire, il me fatigue avec leur voile. Puis il s'est mis à faire le rugby. Mais c'est génial que ça soit arrivé là, quoi. Je veux dire que rugby, voile, pêche, c'était pas voulu, mais tant mieux, c'est parfait. Et franchement, je vois ça aussi comme dans une famille comme une chance, parce que quand tu n'évolues pas dans le même secteur d'activité que tes frères, ça permet aussi de ne pas être en concurrence. Et je pense que ça facilite, on va dire, la vie familiale. Mais c'est juste dû au fait que même si tu as la même éducation, si tu fais à peu près les mêmes choses étant gamin, etc., eh bien, en fonction de tes qualités, en fonction de ce que tu veux faire, t'as pas le même parcours. Et c'est tant mieux, heureusement, j'ai envie de dire. Je précise que dans la famille, il y a 3 fils, il n'y a pas de filles, donc personne sait. Non, j'ai pas voulu. Au désespoir de ma mère. Elle aurait fait quoi? L'un des 3, rugby, pêche ou voile. Franck-Yves t'a proposé à un moment de reprendre la pêche à Kevin, mais on l'a compris, c'était pas forcément ce que tu cherchais, toi, Kevin. Kevin, c'est quelqu'un de plus méthodique, cartésien, et qui était doué pour les études d'ailleurs. Alors, c'est pas qu'on soit pas méthodique en faisant la pêche. Non, je lui ai dit une fois, je m'en souviens comme si c'était hier, alors qu'il faisait déjà des études. Je savais que c'était dur, passer son temps à Paris dans une chambre de bonne à 3 francs 6 sous, où il pouvait prendre sa douche en tournant d'un quart de tour, il pouvait faire son œuf au plat le matin, et après il pouvait faire travailler sur son bureau, ça devait faire 7 ou 8 mètres carrés. C'est pas facile, on se retrouve tout seul. Bon, donc à un moment je lui ai dit, Kevin, tu sais, si un jour t'as le moindre problème et que tu dis, non, je suis allé trop loin, en fin de compte je veux pas faire ça, tu reviens à Saint-Malo et tu seras le bienvenu dans l'armement, en sachant tout à fait qu'il y avait peu de chance parce que effectivement il avait une autre logique et un autre tempérament qui n'allait pas lui permettre de faire vraiment la pêche. Oui, en fait, j'allais en mer, j'allais faire la pêche avec Franck, ou même j'ai été avec Loïc également. On va dire que c'était pas par passion, c'était parce que quand on me dit de faire quelque chose, je dis rarement une sorte de défi en fin de compte, mais j'y prenais pas plaisir. Je prenais plaisir dans un épanouissement, on va dire, intellectuel autre. Par exemple la conception de bateaux ou l'ingénierie, etc. Mais c'est vrai qu'à la pêche, il me manquait quelque chose. Alors, ce sont pas les mêmes qualités. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est pas du tout mon point. Je dis simplement que je n'avais pas les qualités pour être matelot peut-être, etc. Je suis physique, je suis dur au mal, donc j'aurais réussi à faire ça, mais je l'aurais pas fait par plaisir et je l'aurais sans doute beaucoup moins bien fait que mon frère Loïc, qui a les qualités pour le faire. Chacun. Je pense que c'est important que quand tu cherches ta voie aussi. C'est des vocations là, on parle de vocations. Oui, exactement. Et c'est aussi important de faire en fonction un petit peu si tu veux t'épanouir, faut aussi faire en fonction de tes qualités et être conscient de ce que tu peux faire et conscient de ce que tu peux pas faire. Et donc arrivé à un certain moment, je me suis dit non, mais de toute façon moi la pêche c'est pas fait pour j'y vais. Ça fait partie de l'éducation. C'est un milieu que je respecte énormément
parce qu'il y a cette valeur de travail. Ça reste un des métiers quand même quand t'es matelot, tu gagnes en fonction de ce que tu pêches, en fonction de ce que tu ramènes à terre. Donc c'est vraiment un métier où la valeur du travail est mis en exergue. Mais c'était pas fait pour moi. Donc voilà, et c'est comme ça. Et il y a pas de tant pis, tant mieux. C'est que moi j'ai réussi à m'épanouir dans ce que je faisais. Donc j'ai d'avoir trouvé une voie, c'est très bien. Donc des études d'ingénieur, commencé à Paris, ensuite t'es allé voir un peu de pays à Montréal et à Washington DC. Ouais, c'est ça. Ingénieur au sens large, mais évidemment comme tu voulais vivre mécanique des matériaux et des structures, c'est exactement ça. La dénomination. Et comme tu voulais vivre au bord de l'eau, ingénieur naval finalement. Oui, j'avais fait un stage, je me rappelle, de 3 mois à Paris chez Bouygues Construction. Et pour être sûr du coup, quoi, tu sais, pour me dire bon, je sais ce que je veux faire, mais je vais quand même essayer. Il y a d'autres choses dans la vie, on va essayer. Et je peux t'assurer qu'à la fin, je dis bon, je savais ce que je voulais faire, et ben en fin de compte, il y avait pas de doute. Ce qui est curieux, c'est que là, on a parlé de vos parcours respectifs dans vos jeunesses respectives, de comment vous vous êtes liés tous les deux de passion pour la course au large, enfin pour le large. Et on va maintenant parler de course au large, parce que finalement, jusque-là, il n'en a pas été question de voile de compétition, c'est-à-dire que vous avez tous les deux fini par avoir des résultats brillants sur des bateaux de course, mais vous avez appris différemment, pas par la filière classique qui commence par de l'optimiste, etc. Kevin, c'est un parcours atypique quand tu te compares aujourd'hui à tous ceux qui sont autour de toi au départ d'une Transat Jacques Vabre ou d'un Vendée Globe. Oui, et je pense que c'est une chance, au sens où mon père, avant d'être régatier, avant d'être pêcheur, c'est un marin. Et avant cette Transat Jacques Vabre 2005, on a fait 2 transats ensemble qui étaient des Québec-Saint-Malo, sur un bateau en bois, un trimaran également, où à l'époque on n'avait pas d'électronique, le pilote était pas, enfin il y avait un pilote mais on va dire pour les en mode compas, donc on barrait tout le temps, un peu au feeling, etc. Et ça c'était une formation on va dire hauturière quoi. Et je pense que quand tu te tournes vers la course au large, parce que moi c'est ce que je fais pas de l'olympisme, etc. Là de faire du solitaire, ce côté marin, c'est-à-dire ce que mon père m'a transmis à aller faire ensemble des transats, etc. C'est plus qu'un côté régatier et ça sert pour la course au large. Et derrière j'ai utilisé on va dire ma compréhension des bateaux, ma compréhension des choses pour également l'intellectualiser. En fait, plutôt que de partir d'un côté intellectuel et de rajouter une surcouche marin, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pris de la famille le côté marin et ensuite par-dessus, j'ai essayé d'intellectualiser ça pour aller chercher le côté régatier. Donc c'est vrai que c'est un parcours un petit peu différent de certains marins, mais il y a des parcours un petit peu de quand on regarde bien, c'est pas exceptionnel, non, il y a rien d'exceptionnel là-dedans dans le sens où il y a plein de marins qui ont des formations différentes et c'est ce qui fait la richesse de ce sport, les âges, comment ils arrivent là et que chacun avec une façon de faire et un parcours différent peuvent arriver à peu près au même endroit au même moment. Et justement, il y a un autre exemple juste à côté de toi, c'est Franck-Yves qui est arrivé, lui, par la pêche. C'est un parcours tout aussi atypique. Franck-Yves, la pêche, ça forme le marin, y compris pour faire de la course. J'ai commencé par d'abord la navigation en famille et en naviguant sur des bateaux durs à faire naviguer, des bateaux qui viraient pas, des bateaux qui remontaient pas auprès, des bateaux qui n'avançaient qu'avec le courant dans les fesses. Donc avec mon père, on se levait toujours à des heures pas possibles pour pouvoir profiter de la marée, toujours de la marée avec nous, parce que sinon on n'arrivait jamais à la destination. Et ça aussi, et moi dès l'âge de 4-5 ans, on me mettait dans un panier, là, et puis on me mettait sur un bateau qui était des vieux bateaux. Puis après, comme tout bon plaisancier qui se respecte, tous les 4 ans, mon père passait du bateau de 5 mètres à 8 mètres, et un jour, il est passé sur un bateau à 13 mètres 80. Mais c'était de la navigation difficile. Maintenant, on emmène nos enfants, nos petits-enfants sur des bateaux, c'est le grand luxe, il y a 4 cabines doubles, c'est des bateaux qui peuvent aller vite. À l'époque, c'était pas le luxe du tout. On vivait à 6 ou 7 sur un bateau où il y avait 6 bannettes, mais c'était pas vraiment des bannettes. Pour les enfants, c'était des contreplaqués. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu marin. Après coup, le fait de faire la pêche, déjà, je suis arrivé à la pêche en étant déjà marin, sans être coureur, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. J'avais toujours ça en tête. J'aurais aimé à l'époque commencer à faire du Figaro dès l'âge de 18 ans. C'était pas possible. Moi, j'étais pas dans la filière, j'étais parisien. Puis j'ai vite compris aussi, mes parents me l'ont suffisamment répété, que il fallait trouver un emploi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un emploi avant de me remettre à faire de la voile, et qui plus est, si mon talent pouvait me le permettre, de la compétition. Donc je suis arrivé à la pêche en étant déjà marin. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. C'est pour ça que moi je connais des marins pêcheurs, on les appelle des marins pêcheurs, mais qui sont pas forcément marins. Et le fait d'avoir fait la voile très très tôt, ça m'a permis d'arriver sur la pêche en étant marin.
Et ce parcours-là et la pêche, ça aide aussi ensuite. Alors après la pêche, de naviguer pendant 15 ou 20 ans sur le plateau des Minquiers, où il y a peu d'eau au bas de l'eau, mouiller des casiers, sentir les cailloux, voir les courants, le temps. Puis on sortait, mon premier bateau était un bateau très fatigué, très usé, qui prenait l'eau de partout aussi, celui-ci. On s'en est vite séparé avec Annie, mais on a fait un premier catamaran en aluminium, mais il était surnommé le bateau tempête à Saint-Malo. Et c'est vrai que rien ne nous arrêtait à l'époque parce qu'il fallait y aller, parce que j'adorais ça en plus. Je dis pas que plus il y avait de vent, plus j'aimais, mais ça ne me faisait pas peur. J'avais le bateau pour, et je savais que c'était ce qui allait me permettre de bien vivre. Oui, c'est un peu ça. C'est que t'y vas parce que ça ramène plus de pêche et donc du coup un peu plus de sous quand même. Donc c'est pas que par plaisir. Mais tu te souviens que ce soit sur un voilier ou à la pêche, j'étais toujours plus heureux en mer qu'à terre. Et ça, tout le monde, ma femme me l'a toujours dit. Elle m'a dit, mais je comprends pas. Quand t'es sur un bateau, t'es aimable. Lorsque t'es à terre, tu peux devenir un peu chiant. Ben oui, parce que quand on est sur l'eau, et Kevin est pareil. Je suis désolé, Kevin est pareil, Loïc est pareil. Yannick, c'est pas le cas. Lui, il est heureux sur un terrain de rugby. Il y a eu une période où tu as passé beaucoup de temps en mer parce que au début des années 90, t'es donc encore marin-pêcheur toute l'année et l'été tu vas faire le Figaro pendant plusieurs étés. Je sais plus, en 92, on a loué un premier Figaro avec Annie, on s'est dit tiens on va tenter parce que j'avais cette envie de faire le Figaro. Alors j'avais fait plusieurs défis des ports de pêche, c'était une course qui était organisée pour les pêcheurs, et on naviguait sur des monotypes. Ça m'a donné envie de faire de la compétition. Et un jour, on s'est dit, tiens, il faut louer un Figaro et puis on va voir ce que ça donne. Et en m'entraînant très peu, c'est vrai que je suis arrivé sur mon Figaro 92 et puis je me suis rendu compte que je me débrouillais. Sans entraînement, je terminais dans les 15-16. Donc, on a continué, on a fait 4 Figaro en s'arrêtant 15 jours, 3 semaines avant la course du Figaro pour être à peu près bien. On courait le Figaro et puis en rentrant 15 jours après, on retournait à la pêche. Et à ce moment-là, Kevin a donc entre 12 et 15 ans. Il suit, je crois, un peu partout dans tous les ports, etc. Est-ce que c'est un déclic à ce moment-là c'est ça, je fais assistant en fait. C'est-à-dire que je plonge, j'aide un petit peu, on suit avec ma mère et la voiture familiale. Et ça nous fait découvrir le milieu de la course au large. Et pour nous, c'est marrant parce que quand t'es gamin, alors à la fois tu regardes ça avec des étoiles dans les yeux parce qu'il y a quand même quelques grands noms de la course au large. T'as des gens comme Poupon, comme Michel Desjoyaux. Et donc voilà, ça permet de rentrer dans un milieu qui est, on va dire, à la fois fermé et pas fermé, parce qu'il y a quand même du renouvellement, mais voilà, ça permet de connaître du monde et c'est une chance pour la suite, ça c'est certain. Et ça permet encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire que voilà, tu plonges en Irlande, ça caille, tu vas sur l'eau avec les odes de nuit à n'importe quelle heure pour voir l'arrivée des bateaux. Donc ça fait partie de tout ça. Et après, tout ça te paraît normal, naturel, alors que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. L'évidence, on y revient encore, ça devient évident. Ouais, exactement, ça devient, il y a pas de véritable, on va dire, déclic. À la fin des années 90, au début des années 2000, ça se professionnalise un peu plus pour toi, Franck-Yves, en termes de voile de compétition. Donc tu lèves un petit peu le pied sur la pêche à ce moment-là. Je suis quand même un bricoleur par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. C'est-à-dire que on a trouvé un vieux bateau en bois pour les besoins d'un téléfilm, parce qu'on était venu me voir en tant que pêcheur, connaissant très bien la baie et me débrouillant relativement bien en régate. C'était ce fameux gamin bateau trimaran avec lequel on a fait 2 fois la Québec-Saint-Malo avec Kevin et 1 fois avec Loïc, voilà. Donc justement, ça c'est en 2000, Québec-Saint-Malo, et tu décides d'embarquer 2 de tes fils dans ton équipage. En 2000, c'est-à-dire qu'on achète ce bateau-là en 98. En 2000, je fais la Transat anglaise et Kevin et Loïc me reçoivent à Newport. On convoie le bateau à Québec, on fait la Québec-Saint-Malo et on termine derrière Hervé Cléris à l'époque. Mais notre bateau était pas boosté, c'était un bateau de croisière rapide, mais rien de plus. Fallait voir le bateau. On avait l'eau chaude sous pression, on avait une cabine double à l'avant, une cabine double à l'arrière. Et c'était quoi l'intention derrière le fait d'embarquer 2 de ses fils pour faire une course? Mais parce que je pensais j'étais persuadé que c'était les meilleurs à prendre. Parce que d'abord, ça leur faisait voir des choses, mais ensuite parce que je sais que Kevin et Loïc, quand ils sont sur un bateau, c'est à fond. C'est pas doucement, c'est pas j'ai envie de dormir à la manette, non, ça a toujours été des costauds, de par justement ce métier qu'est la pêche, parce qu'ils sont venus. Et ça lui coûtait pas cher non plus en termes de salaire, hein, je peux t'assurer. Ça, c'est la Québec-Saint-Malo 2000. Alors, il y a le Rhum 2002 derrière, qui me permet de rencontrer Waou, donc Crêpe Waou. Et là, il me donne les moyens de booster le bateau, ce fameux trimaran. Et en 2002,
repart pour une transat anglaise. Et à ce moment-là, Kevin fait son stage aux États-Unis. Et à ce moment-là, Kevin doit rentrer par avion. Et moi, je lui dis, rentre avec nous, on va faire un Québec-Saint-Malo ensemble. Alors en fait, je finissais mes études, donc les 7-8 mois que j'avais fait à l'université du Maryland. Et donc du coup, en finissant mes études, je suis allé c'était Boston l'arrivée. J'ai fait Boston-Québec avec Michel Desjoyaux et Géant parce que j'attaquais mon projet de fin d'études avec lui. Et du coup, je suis reparti de Québec en bateau pour arriver à Saint-Malo et ensuite aller directement à Port-la-Forêt chez Mère AGT. Donc c'est là, à ce retour en France, que les choses sérieuses commencent pour toi. Tu rentres dans le concret avec ce stage dans la puissante écurie de Michel Desjoyaux, Mère AGT, à Port-la-Forêt, là où tout se passe évidemment dans le Finistère. Mais comme t'es un peu hyperactif à ce moment-là et encore un peu aujourd'hui, je crois que ça te suffit pas. Et dans ce même temps, Franck-Yves et Crêpe-Waou décident de construire un nouveau bateau, un nouveau multicoque de 50 pieds, et qui va s'occuper du projet, évidemment. Exactement. Évidemment, c'est Kevin. Exactement. En entrant, on se pose la question de quoi faire en 2003. Et en 2004, on commence à se penser à 50 pieds, selon notre cahier des charges à Kevin et à moi, bateau avec du volume. Un 50 pieds escoffier, quoi. Oui, voilà, et dans le même temps, c'est aussi l'avènement de la classe 50. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les multicoques, les Ocean 50 aujourd'hui, le premier, c'est presque celui-là. Non, c'est pas presque. C'est celui-ci en fait. C'est-à-dire que ce bateau est la base de la jauge aujourd'hui Ocean 50. En fait, l'idée, c'était de réfléchir avec Crêpe-Waou pour se dire quel est le meilleur rapport qualité-prix pour un bateau. Et un Norma, c'était beaucoup trop cher. Un 50 pieds, c'était faisable. L'idée, c'était de créer une classe intermédiaire. Et c'est là où Hubert Desjoyaux, papa, etc. se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour créer une classe? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les bateaux soient à la fois performants et ne coûtent pas cher? Et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on voit que les 50 pieds sont très rapides. Et on l'a montré également, je vais pas te devancer, mais sur la Jacques Vabre. Oui, on y vient. Donc là, t'as 25 ans au moment où tu prends en charge un peu ce projet de suivi de construction du bateau. Et évidemment, ce bateau, après, il est mis à l'eau. Et évidemment, il faut des gens pour naviguer dessus. Donc, Franck-Yves, c'est l'évidence de... Ça me paraissait normal. Ouais, il venait de travailler. Je lui avais pas dit qu'il viendrait avec moi sur la Jacques Vabre. Il a commencé à dessiner le plan de pont, à travailler dessus, suivre la construction du bateau, ce qui pour moi était très, très, très intéressant. En plus, je crois qu'on avait déjà un bateau de pêche en construction, un autre bateau de pêche en construction. Donc, je me partageais un tout petit peu, mais j'ai pas le niveau technique de Kevin. Donc, autant laisser les gens, ceux qui connaissent, faire. Et c'est pour ça à la fin, je lui ai dit, Kevin, ça se passe très bien entre nous. Est-ce que tu veux faire la Jacques Vabre? Et j'ai demandé, bien sûr, l'autorisation à mon partenaire. Et ça a été oui tout de suite. Donc, Transat Jacques Vabre 2005, Crêpe-Waou 2, Franck-Yves Escoffier, Kevin Escoffier en multi 50. Et là, vous êtes largement devant tout le monde à Salvador de Bahia. Et effectivement, on arrive à Bahia. Comme moi je l'avais déjà prévu, c'est comme ça que j'avais vendu ça à mon partenaire en leur disant, avec un 50 pieds bien mené en double ou même en solitaire, on peut arriver devant beaucoup d'autres bateaux parce qu'on le mènera toujours à 90 ou 95% de son potentiel, ce qui n'est pas le cas sur un 60 pieds multicoque. Kevin, c'est une sorte de premier aboutissement, cette Transat Jacques Vabre 2005 pour toi qui est skipper ingénieur ou ingénieur skipper, c'est toi qui vas décider du terme, mais de naviguer sur un bateau que tu as construit et imaginé a fortiori pour et avec ton père. Ouais, exactement. C'est la première fois que je ressens, que je découvre cette sensation d'aller naviguer sur un bateau que tu as conçu. C'est-à-dire de découvrir que ce que tu as imaginé dans le bureau, sur les plans, etc., se met à fonctionner. Non seulement que ça fonctionne, mais en plus tu l'utilises. C'est-à-dire que tu sais comment l'utiliser, tu vois. Alors il y a des choses qui fonctionnent comme tu l'avais imaginé, c'est très bien, d'autres non. Et je pense que c'est le cœur de mon métier, enfin des quelques années que j'ai fait après au bureau d'études. C'est que tu es meilleur ingénieur quand tu as navigué, parce que quand tu conçois le bateau, tu sais ce qui fonctionne pas, comment tu vas l'utiliser. Et tu es meilleur marin parce que tu sais jusqu'à quelle limite tu peux le pousser le bateau. Alors je vais des fois trop loin, sans doute, mais ouais, j'ai découvert cette sensation que j'ai eue ensuite par la suite sur des Banques Populaires 5 ou d'autres bateaux, mais j'ai découvert ça et ça c'était juste grisant. Skipper ingénieur ou ingénieur skipper? Ingénieur skipper jusqu'à il y a encore 2 ans et maintenant skipper ingénieur. Pour Franck-Yves, la belle histoire avec la route du café, elle va se poursuivre au-delà de 2005 parce qu'ensuite il y a donc victoire en 2005 avec Kevin, mais victoire en 2007 avec Karine Fauconnier.
puis victoire encore en 2009 avec Erwan Leroux. Pendant ce temps, donc à la fin des années 2000, de la décennie 2000, Kevin, tu le sais pas forcément à l'époque, mais t'es en train de créer des liens avec ceux qui sont encore tes partenaires aujourd'hui, puisque tu prends la tête du bureau d'études du Team Banque Populaire à 26 ans, je le précise quand même. C'est ça, c'était août 2006. Du coup, c'est août ça. 2006 où j'ai fait même une transition où je faisais un peu de 2 journées en une. Et c'est ce que j'allais dire. PRB et Banque Populaire. C'est ce que j'allais dire, t'es partenaire d'aujourd'hui, à la fois Banque Populaire et aussi PRB parce que tu construis le bateau de Vincent Rioux. Mais moi, à cette époque-là, voilà, c'est sûr que c'était ma passion, donc je bossais très fort. Et j'aimais ce que je faisais. C'est-à-dire que quand je bossais pour le bateau de quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était le mien, quoi. T'es fier aussi et satisfait, j'imagine, d'avoir toujours réussi à combiner tes deux métiers qui se rejoignent très souvent, mais c'est pas si évident que ça de mener une carrière dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur et aussi de mener une carrière de skipper tout aussi accomplie en même temps. Non, ça n'a pas toujours été facile et y a pas beaucoup de temps mort, quoi. J'ai jamais eu de temps mort entre 2 projets. C'était même plutôt l'inverse. C'est plutôt souvent où tu vois deux projets. C'est 2 projets en même temps. Par exemple, quand je faisais la préparation pour la Volvo, on était encore chez Bank Pop. Tu te lèves très tôt le matin, tu vas faire le sport avec Dongfeng, tu repars chez Bank Pop. Et le soir, pendant les vacances que tu prends chez Bank Pop, tu vas faire un entraînement à Sanshou ou à Qashqai avec Dongfeng. Mais voilà, t'as rien sans rien. Et encore une fois, j'ai pas envie de classer le métier technique ou le métier de skipper. Bien évidemment, quand tu navigues, il y a une aura, on va dire, de communication qui est beaucoup plus importante et qui peut faire dire aux gens qu'on préfère faire ça. Mais non, c'est pas le cas. J'adore aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille avec PRB sur un nouveau bateau. Je peux t'assurer que je reviens juste d'Angleterre. Je peux t'assurer que c'est passionnant. Et je suis aussi à fond à faire ça qu'à faire du bateau. Franck-Yves, Kevin, il est un peu hyperactif quand même, non? Ça, faut demander à Sabrina, son épouse. Mais oui, c'est sûr que, il l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on a fait le Crépeau 3, il était dans le coin de Port-la-Forêt et il a assisté à au moins 3 ou 4 réunions d'avant-projet et de mise au point du bateau. Il a dit tout à l'heure qu'il disait jamais non, donc. C'est vrai qu'il dit rarement non, c'est vrai. Il faudrait que j'apprenne quand même un petit peu. Si on en vient justement à l'actualité, il y a ces 2 projets. Le projet PRB qui est un projet personnel en vue du Vendée Globe 2024 et cette Transat Jacques Vabre qui arrive avec Banque Populaire sur un nouveau bateau avec Armel Lecléache. C'est une pige de luxe. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça au sens où on parle du team Banque Populaire. Quand on le dit comme ça, on voit un gros team, on voit une grosse structure, etc. Mais moi, j'ai quand même bossé avec des gens qui sont aujourd'hui pendant 12 ans. Donc, c'est pas que le team Banque Populaire. Il y a aussi des relations humaines avec des personnes qui y travaillent. Et ça fait partie, le team Banque Populaire fait partie des teams qui gardent on va dire l'ancienneté des salariés chez eux est importante. Donc voilà, il y a le côté humain et il y a aussi le côté que c'est des bateaux qui font rêver. Donc bien évidemment, j'ai dans un coin de ma tête 2024, ça je peux pas mentir. Par contre, aujourd'hui à court terme, c'est la Jacques Vabre, c'est le développer ce bateau. Quand Armel m'a proposé, ça m'a fait plaisir, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc faut prendre projet par projet aussi. Et on va dire qu'il y a un fil conducteur. Bien évidemment, il y a 2024, tu le disais avec PRB, mais aujourd'hui cette course-là sur un ultime, c'est pas tous les jours que tu as l'occasion de le faire quand même. La navigation en double pour toi qui a beaucoup connu l'équipage et qui a entamé une carrière en solo depuis quelques années, qu'est-ce que ça représente la navigation en double pour toi? Est-ce que c'est le mixte entre les deux? En termes d'utilisation du bateau, c'est le mix. C'est-à-dire que t'es pas aussi nombreux qu'en équipage, mais t'augmentes le pourcentage d'utilisation du potentiel du bateau de façon très élevée par rapport à du solitaire en fin de compte. Et ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu te retrouves tout seul sur le pont quand l'autre dort, avec un pourcentage d'utilisation du bateau qui est beaucoup plus élevé. Et ça, je trouve que cette sensation-là, elle est vraiment très intéressante. Franck-Yves, un peu la même question. Qu'est-ce que ça représente cette façon de naviguer à deux? Et puis, plus généralement aussi, les souvenirs de cette Transat Jacques Vabre, ce triplé 2005, 2007, 2009, la route du café, la navigation en double, qu'est-ce que ça représente pour toi? Comme le disait Kevin, c'est complètement différent du solitaire. Moi, j'adorais le solitaire. Mais c'est vrai que l'intérêt du double, c'est qu'on peut mener le bateau pas à 100%, mais pas loin. Mais moi, j'ai que des bons souvenirs, de toute façon. Que des bons souvenirs. 2005, ça a été fantastique, avec effectivement une arrivée à Bahia en tête devant tout le monde. Enfin, c'était 2009, on récidive avec Erwan Leroux au Costa Rica. Donc, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Des moments difficiles, mais on retiendra que les bons souvenirs. Brésil, Costa Rica, et maintenant Martinique, Kevin, pour la destination de 2021. Oui,
Donc je suis jamais en croisière, on était en Martinique, mais j'ai jamais fait d'arrivée de course là-bas. Et sinon les 2 Jacques Vabre que je fais, c'était Salvador de Bahia, avec la dernière avec Nico Lunven et PRB c'est 2019 du coup. Deuxième place. Deuxième place. Tu te rends compte, toi? 1 en 2005 et 2 sur ton 60 pieds PRB. Hein? Là, il va falloir que vous allez faire un podium, c'est sûr. J'allais dire une bêtise, j'allais dire vu le nombre d'ultimes, il y a des chances statistiquement. Mais oh là, je vais me faire. Si Ronan écoute le podcast, excuse-moi Ronan. Et Armel. En tout cas, c'est une course Jacques Vabre, moi mais c'est la première grosse course avec PRB. Donc oui. Que de bons Et plus historiquement, c'est la première grosse course tout court en 2005 en plus. Oui, exactement. Et avec mon père, donc il y a aussi il y a aussi un lien familial, un souvenir en plus du souvenir régate. Il y a un souvenir humain qui est aussi, c'est pas tous les jours que tu peux faire ce style de choses avec tes parents. Donc ça crée des, voilà, c'est encore une fois, faut être conscient que on disait tout à l'heure qu'à force d'évoluer dans tout ça, ça peut paraître naturel. Je pense comme ce que je disais pour la proposition d'Armel avec Banque Populaire, comme d'avoir fait ça avec mon père, il faut prendre des fois un tout petit peu de recul. Ça reste des choses exceptionnelles, il faut les prendre comme telles et s'en souvenir de cette façon-là. Il y a une part de mérite. Et à un moment donné, sinon tu dures pas. Mais il y a aussi une part de chance, de timing, de tomber sur des personnes intègres, de tomber sur des bonnes. Voilà, et ça, c'est toujours ce couple-là qui fait que tu arrives à faire de jolies choses. Franck-Yves, on suivra, j'imagine, de très près dans la famille Escoffier la prochaine Transat Jacques Vabre à partir du mois de novembre, que ce soit Franck-Yves, Annie, il y a des chances. C'est sûr que sa maman suit avec passion, que ce soit la Volvo, le Vendée Globe ou la Transat Jacques Vabre, c'était évident. Je sais pas si on sera à l'arrivée, mais on sera au départ, c'est sûr. Franck-Yves, Kevin, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir partagé. Nous aussi. Un café pour la route, épisode 1. Une dernière question. Un café, c'est conseillé pour la route en tant que marin? Est-ce que vous buvez du café en mer? Alors moi, j'en bois pas souvent, mais ça m'arrive d'en boire lorsque je ne veux pas dormir sur la route après un bon repas. Et c'est le fait de ne pas en boire souvent, c'est donc efficace. Alors c'est un café pour la route, mais sur la route en voiture. Là, mais sur la route en voiture. Mais ça m'est arrivé d'en prendre en mer, mais rarement quand même. Kevin? Plus à terre qu'en mer. C'est-à-dire que je prends un café, je peux prendre un café le midi en fin de repas, mais tu vois là par exemple sur le dernier Vendée Globe, alors je dis ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais sur les 3 semaines j'ai pas bu un seul café ni un seul thé, parce que voilà, en fait j'en ressens pas le besoin, alors que par contre à terre ouais, j'apprécie. Cette route du café, Kevin, on prendra le départ le 7 novembre prochain à bord de l'Ultime Banque Populaire, on le rappelle avec Armel Lecléache. Une Transat Jacques Vabre que Franck-Yves suivra forcément de très près, qu'on suivra évidemment tous de très près. Merci Franck-Yves, merci Kevin. Merci beaucoup. Merci à tous. Le mois prochain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez sur podio, pod2io.fr et évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Pensez à vous y abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à lui mettre 5 étoiles, à le commenter et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À très vite.